Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureuses de vous présenter une étude sur la prise en charge d'enfants dysarthriques suite à une infirmité motrice cérébrale. Et nous commençons avec la vignette clinique suivante. Alors voici Théo. Théo a 8 ans et Théo a une infirmité motrice cérébrale, IMC. C'est le trouble neuromoteur le plus fréquent chez les enfants. Et chez Théo, elle s'accompagne d'une dysarthrie qui est caractérisée par une diminution de l'intensité, une imprécision articulatoire, une réduction du débit et une voix serrée. Alors cela entraîne une intelligibilité réduite chez Théo qui affecte son développement social et sa qualité de vie. Que pouvons-nous, dans ce contexte, proposer en termes de prise en charge logopédique à Théo? Alors, au niveau du cadre théorique, peu d'études ont évalué les effets d'une thérapie logopédique sur l'intelligibilité et sur la communication. Deux principales approches ont été décrites dans la littérature. La première, c'est la Speech System Approach de Pennington, qui vise à stabiliser le contrôle et l'effort respiratoire et phonatoire. C'est une thérapie conçue sur mesure pour chaque enfant. Alors Pennington et collaborateurs l'ont appliquée et ont noté une amélioration de l'intelligibilité au niveau du mot et du discours après thérapie et maintenue après 12 semaines. La deuxième approche, qui est bien connue, la LSVT Loud de Ramig, qui vise à augmenter l'intensité vocale. Fox et Bolick l'ont appliquée à des enfants qui ont une dysarthrie suite à une MC et ont montré une amélioration de l'intelligibilité au niveau du mot. Alors, les auteurs de l'étude que nous vous présentons aujourd'hui estiment qu'aucune étude n'a évalué assez largement les effets de ces deux approches et ont proposé pour leur part une méthode complémentaire, la Speech Intelligibility Treatment, SIT. Alors, la SIT, en quoi consiste-t-elle? Alors, comme la SSA et la LSVT Loud, elle suit les principes favorisant l'apprentissage moteur, à savoir un effort important, un dosage intensif et surtout une pratique répétitive intensive. Elle a une double stratégie qui vise d'une part l'intensité mais aussi l'articulation. Elle se veut attractive pour les enfants, facilement réplicable et elle favorise l'intelligibilité en situation de communication écologique. Alors, la thérapie repose sur la stratégie « parle avec ta grande bouche et avec ta grosse voix » qui poursuit un double objectif. Dans un premier temps, la consigne « parle avec ta grande bouche » favorise l'hyperarticulation qui est caractéristique d'une parole intelligible. Et la consigne « parle avec ta grosse voix » vise quant à elle à augmenter l'intensité vocale. En combinant ces deux consignes, on vise à maximiser l'intelligibilité tout en encourageant la participation communicative. Des données existent déjà par rapport à cette approche. Elles ont été présentées par Moyagale et ses collaborateurs en 2020 lors d'une conférence. L'étude à l'époque avait été faite sur 10 enfants dysarthriques francophones. Il en est ressorti des gains significatifs de l'intelligibilité grâce à la SIT par rapport à une approche de physiothérapie. Les auteurs de l'étude actuelle ont donc voulu faire une étude à plus grande échelle et avec des résultats sur du plus long terme. Quant au but et à la méthodologie de l'étude que nous présentons ici, le but est, comme vous pouvez le voir, de déterminer les effets de la Speech Intelligibility Treatment, SIT, sur le discours spontané des participants au programme au cours des 6 dernières années. 3 domaines ont été évalués en pré-thérapie, post-thérapie et en follow-up de 6 semaines. Dans un premier temps, l'intelligibilité, qui a été largement évaluée par un grand nombre d'auditeurs et qui était une approche qui a été validée dans la littérature. Les mesures acoustiques mesurées avec le logiciel Prats, donc on a le ratio d'articulation, l'intensité vocale par phrase, les formants F1 et F2 et la différence de formants entre les voyelles O dans dog et A dans basse. Et enfin, la participation communicative qui a été complétée sur l'avis des parents. Au niveau des modalités, donc depuis 2014 et ce jusqu'en 2020, 3 à 5 enfants étaient accueillis chaque été sous la forme d'un camp d'été. Ils bénéficiaient de la thérapie pendant 6h30 par jour, 5 jours par semaine et ce pendant 3 semaines. Une mascotte de lion était utilisée pour représenter la stratégie « parle avec ta grande bouche et avec ta grosse voix » et elle était omniprésente pendant tout le camp. Au total, au cours de 6 années, 17 enfants anglophones ont été inclus selon des critères d'inclusion et d'exclusion bien spécifiques. Quant à la progression tout au long du camp, donc la première semaine, on apprend le comportement aux enfants et on systématise son utilisation. Les activités ciblent
l'application du comportement au niveau du mot. Il y a des rappels et des feedbacks réguliers. La deuxième semaine, c'est du drill. On va avoir une pratique intensive. Les activités ciblent cette fois-ci l'application du comportement au niveau de la phrase. Il y a des rappels et des feedbacks, mais ils sont moins réguliers et on apprend à l'enfant à s'auto-contrôler. Et enfin, la semaine 3, la dernière semaine, c'est la généralisation. Les activités ciblent cette fois-ci l'application au niveau de la conversation et il y a un estompage Z. Merci. Donc, au niveau des résultats, les auteurs ont montré que pour l'échantillon total, on avait une amélioration significative mais faible en post-thérapie et en follow-up, donc 6 semaines après la thérapie. Quand on prend uniquement les enfants qui ont progressé dans cet échantillon total, on a une amélioration donc, de 20% en post-thérapie et en follow-up. Maintenant, quand on prend des sous-groupes de dysarthrie, donc selon la sévérité, pour le groupe de dysarthrie sévère, on a une régression en post-thérapie, mais ces enfants reviennent à leur niveau de base en follow-up. Pour le groupe de dysarthrie modérée, on a une amélioration en post-thérapie et en follow-up, tandis que pour le groupe de dysarthrie légère, on a uniquement une amélioration en post-thérapie. Pour les mesures acoustiques, il n'y a pas eu de changement excepté pour une mesure. Pour la participation communicative, il y a eu des améliorations dans toutes les catégories, mais surtout intelligibilité et parole. Ça, c'est discutable, on y revient juste après. Donc, la thérapie SIT a permis de montrer une amélioration significative, essentiellement pour le groupe de dysarthrie modérée. Néanmoins, il y a plusieurs limites. Donc, tout d'abord, il n'y a pas de groupe contrôle. Donc, on ne sait pas si les efforts sont dus à la participation au camp. Ensuite, les critères qui ont permis la constitution des groupes de dysarthrie selon la sévérité n'a pas été détaillé. Concernant les mesures d'intelligibilité, elles ont été faites sur les 3 premières phrases de l'échantillon et on est quand même plus concentré en début de tâche, donc ça aurait été plus représentatif d'inclure également les dernières phrases de l'échantillon. Aussi, le choix d'une tâche de discours spontané a entraîné un manque de contrôle des variables psycholinguistiques. Et concernant la participation communicative, donc c'est une mesure qui n'a pas été correctement opérationnalisée et elle n'est pas corrélée au résultat de l'intelligibilité. Donc on se demande si c'est un indicateur fiable. Que retenir de cette étude ? Eh bien, la thérapie SIT a permis d'améliorer l'intelligibilité chez des enfants dysarthriques suite à une paralysie à une IMC. Et cette étude constitue des preuves préliminaires qu'une hyperarticulation combinée à une voix forte peut améliorer l'intelligibilité en post-thérapie et à long terme. Voilà, merci pour votre attention. Avez-vous des questions ?